dans le passé, ont tenté de transformer le monde. La première année était consacrée entièrement aux leaders de la lutte de libération nationale, des luttes de libération nationale en Afrique. Et la seconde année, on a décidé, au moment du bilan, de maintenir la découverte des grands leaders et théoriciens de la libération nationale, mais de l'élargir aussi à d'autres figures de lutte contre les dominations, contre toutes les dominations. Et on est dans cette phase de découverte progressive. Chaque mois, on découvre une personne, sa vie, son œuvre, et en essayant à chaque fois de faire le lien avec la réalité d'aujourd'hui. Pour nous, c'est ça la conception de l'éducation politique, c'est-à-dire c'est d'abord une éducation populaire. Et on manque d'éducation politique, et les dominants savent très bien que le savoir est une arme, disait quelqu'un. Nous savons très bien que si les milieux populaires, si les dominés du monde entier s'approprient les théories de l'émancipation, eh bien la domination ne tiendra pas longtemps. Mais il y a du boulot, c'est le travail qu'avait fait Malcolm X dans les quartiers noirs, c'est le travail, rappelez-vous le cours où que Mniobé faisait dans les villages, c'est quel que soit l'endroit de la planète où on va, on s'aperçoit que les phases d'émancipation ont toujours été précédées par une accumulation lente des forces, d'éducation politique, qui après allait irriguer les masses populaires et permettait de le transformer. On n'a pas la prétention, nous ici, de demain donner naissance à un mouvement capable de transformer la société française, mais avec d'autres, en tout cas, apporter notre contribution en nous formant. Donc tous les mois, on continuera à découvrir les personnes. Certains attendaient aujourd'hui que la découverte de Mohamed Ali, même s'il n'était pas un théoricien, par un certain nombre de ses déclarations orales, aidé à apporter, à mon sens, beaucoup, malgré ses contradictions, à la lutte des Noirs aux États-Unis. Sauf que j'attendais un autre livre sur ces déclarations. J'en avais un certain nombre, mais il y en avait un en anglais que je devais avoir et qui ne m'est pas arrivé à temps, donc vous n'aurez pas Mohamed Ali aujourd'hui. Mais c'est pas grave, on a tellement de gens. On peut être fier de notre histoire, hein, les dominés en plein de gens qui ont tenté de penser, de réfléchir, etc. Donc on va découvrir quelqu'un d'autre aujourd'hui, qui est un grand monsieur. Personnellement, je l'appelle le fondateur de l'éducation populaire africaine. Et si vous allez dans les débats sur l'éducation populaire ici, vous verrez plein de militants qui seront persuadés que l'éducation populaire n'est qu'européenne, qu'elle n'a pas pu naître ailleurs, et bien vous verrez que non, ça existe, ça a été théorisé, ça a été pensé, etc. Ce grand homme, pour moi, c'est Julius Nyerere. Qui en a déjà entendu parler? Il y en a qui l'ont vu plusieurs fois. D'accord. Donc il n'y a que des Noirs qui ont entendu parler. Voilà la faiblesse des dominés. Voilà la faiblesse des dominés. Si je parle d'Abdelkader ou d'Abdelkrim al-Khattabi, on va avoir les Maghrébins qui vont dire « moi je connais ». Si je parle de Lénine, les Français vont dire « on connaît ». Non, la différence c'est qu'en Afrique ils connaissent Lénine. Ici on ne connaît que Lénine. Voilà. Donc le problème c'est de tout connaître les penseurs de l'émancipation. Donc Julius Nyerere est un des leaders des indépendances au Tanganyika, qui plus tard va devenir la Tanzanie. Il est né en 1922. On va d'abord donner quelques éléments sur sa biographie, puis après passer à ses théories. Il est né en 1922, à côté du lac Victoria, dans le territoire du Tanganyika, qui est alors administré par les Britanniques sous tutelle. Il va aller, comme dans toutes les colonies de l'époque, à part au Maghreb et encore, l'école était réservée, monopole, des églises. Et donc il va faire sa formation d'abord dans les écoles chrétiennes du Tanganyika, et ensuite il va aller à l'université à Kampala, en Ouganda, qui était la seule université de la région. Ensuite, il fait partie, comme la plupart des leaders des indépendances, il fait partie de ceux qu'on appelle les indigènes évolués. Hein, ce n'est pas les plus pauvres qui ont commencé. C'est les indigènes évolués, c'est-à-dire cette extrême minorité qui avait accès à l'enseignement et qui va se retrouver, malgré son accès à l'enseignement, malgré qu'ils vont tout faire pour ressembler aux dominants, eh bien, ils vont être bloqués par le système colonial, parce que le système colonial a besoin de maintenir la... Et c'est comme cela, d'ailleurs, que dans la plupart des pays, va naître la révolte et l'organisation
il y a des révoltes populaires, mais qui ne sont pas structurées, et il va y avoir, au bout d'un moment, un certain nombre d'indigènes dits évolués, bien sûr, vous mettez des guillemets à chaque fois, qui vont se retourner contre leur maître, et qui vont devenir des leaders. En 54, je vous rappelle, c'est la période dans laquelle on a Dien Bien Phu, la victoire des Vietnamiens contre les États-Unis. On a, pardon, contre la France, c'est ce que je dis, contre la France. On a la guerre de libération qui commence en Algérie. On a dans l'ensemble des colonies une effervescence indépendantiste. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on apprend une victoire quelque part, ça accélère le mouvement ailleurs. Hein, lorsqu'on prend connaissance de ce que fait Nkrumah, eh bien ça donne des idées à Lumumba. Lorsque Lumumba crée son organisation, ça va donner des idées à d'autres. Bref, il va y avoir un mouvement d'entraînement. Et 54 pour Nyerere, eh bien ça va être l'année où il fonde son parti, le TANU. Tanganyika African National Union. Il faut avoir en tête ce qu'est que le Tanganyika à l'époque. Contrairement à tous ses voisins, le Tanganyika n'a pas de ressources naturelles. C'est un pays extrêmement pauvre, avec des sols très pauvres, peu de pluie, peu de ressources naturelles. Et vous verrez que c'est important parce que ça va dessiner un certain nombre d'idées de Nyerere et des idées qu'on a intérêt à s'approprier aujourd'hui en Afrique. Sankara va être une des personnes qui va le plus s'inspirer de Nyerere et de sa réflexion sur la paysannerie en particulier. Je vais très vite sur les obstacles que, bien entendu, les Anglais vont mettre à l'indépendance, mais très vite, le TANU va avoir, en quelques mois, 200 000 adhérents. C'est-à-dire qu'on va se retrouver très rapidement avec une adhésion populaire extrêmement massive qui va rendre impossible de refuser l'indépendance, tellement l'adhésion est massive. Et donc, on va avoir une indépendance qui va arriver assez rapidement. Nyerere est confronté, au moment de l'indépendance, à une question très simple. Les puissances occidentales font pression sur lui. Donc l'indépendance est obtenue en 61, donc en 6 ans, sans lutte armée, par des manifestations pacifiques. Il est confronté aux pressions des pays européens. Pression pourquoi? Eh bien pour qu'il instaure, eux qui ont fait l'esclavagisme, eux qui ont fait le colonialisme, se prétendent donneurs de leçons, et donc font pression sur lui pour qu'il instaure la démocratie, c'est-à-dire pour qu'il mette en place le pluripartisme dans un pays qui est extrêmement pauvre, dans un pays qui sort de la colonisation. Et Nyerere va s'opposer à cela, non pas parce qu'il est contre la démocratie, puisque dans son parti, le TANU, on avait le droit d'avoir des opinions différentes, mais il avait l'expérience de ce qui se passait autour, et en particulier de l'expérience congolaise. L'expérience congolaise, ça a été l'instrumentalisation de divisions internes au peuple, de différences ethniques, de différences tribales, pour intervenir au Congo et dépecer le Congo. Et donc, il va théoriser, alors après, c'est l'époque, on n'est pas forcément d'accord avec, mais il va théoriser le fait que, pour lui, le parti unique, c'est une arme donnée aux mains des colonisateurs. Pardon, le pluripartisme, c'est une arme donnée aux mains du colonisateur qui crée des partis artificiels pour après s'appuyer sur eux pour pouvoir intervenir. Encore une fois, il ne s'agit pas de dire qu'il a raison ou tort, c'est bien de le replacer dans le contexte de l'époque pour le comprendre. Pour lui, l'essentiel au moment des indépendances, c'est de préserver l'unité nationale. Et pour préserver l'unité nationale, il faut d'une part respecter toutes les cultures du Tanganyika, et puis après donc de Tanzanie. Donc c'est quelqu'un qui s'oppose à la destruction des cultures originelles, mais d'un autre côté, il refuse que ça soit organisé en partie parce que ça permet aux impérialistes d'intervenir. Quand on regarde un certain nombre de pays, on est obligé de se dire qu'il n'avait pas entièrement tort, ce qui ne veut pas dire que le parti unique est forcément la solution. Le crime de Nyerere, et on va lui en vouloir beaucoup, c'est qu'il ne va pas considérer l'indépendance de la Tanzanie, d'abord du Tanganyika, puis après la fusion avec Zanzibar, ça va devenir la Tanzanie, il ne va pas la considérer comme la fin et l'aboutissement de la lutte. Il va considérer que la Tanzanie ne peut être libre que si l'ensemble des pays autour de la Tanzanie sont libres. Et donc il va être un des soutiens au mouvement de lutte de libération nationale particulièrement important. On a quelqu'un qui va vraiment donner malgré la pauvreté de ce pays, malgré le peu de ressources naturelles,
qui va sans cesse être en aide à l'ensemble des mouvements de libération nationale. C'est lui qui le premier en 1958, et ça va être repris. Alors tout le monde croit que c'est Nkrumah parce que Nkrumah l'a repris, on a eu un cours sur Nkrumah, vous savez que je pense que Nkrumah est un grand monsieur, mais c'est lui qui lance le mot d'ordre États-Unis d'Afrique. C'est lui qui le premier lance l'idée de construire des États-Unis d'Afrique comme seule manière de s'opposer à la force des grandes puissances. Sans la Tanzanie, on aurait eu une fin de l'apartheid qui aurait traîné plus longtemps. C'est en Tanzanie que les militants de l'ANC vont se réfugier. C'est en Tanzanie que les guerrilleros de la branche armée de l'ANC vont s'entraîner. C'est en Tanzanie que, également pour le Pan African Congress, on a accueil des réfugiés, on a entraînement militaire, etc. Et encore une fois, ce petit pays, c'est un tout petit pays, sans ressources, etc. C'est donc un vrai sacrifice que fait le peuple tanzanien en permettant cela, en étant sans cesse en danger d'être envahi par l'Afrique du Sud, qui n'a pas hésité dans d'autres pays à intervenir. L'apport ne s'arrête pas à l'Afrique du Sud. C'est également en Tanzanie que c'est une des bases de refuge du front du Frélimo, front de libération du Mozambique, donc les colonies portugaises, qui vont là aussi se ressourcer, s'approvisionner, s'entraîner en Tanzanie. Et la même chose pour la ZANIA, c'est-à-dire l'armée de libération du Zimbabwe, qui là aussi prend la Tanzanie comme base arrière. La Tanzanie, et Nyerere, va être le porte-parole également du boycott. Pour les camarades qui travaillent sur la Palestine, la Tanzanie a joué un grand rôle sur le boycott des produits des produits d'Afrique du Sud, et va arrêter non seulement toute relation économique et diplomatique, mais va même interdire, et ça va vraiment embêter le gouvernement sud-africain, va interdire le survol aérien de la Tanzanie, ce qui est obligé les avions sud-africains à faire un énorme détour. Et pour citer juste la contribution de la Tanzanie aux luttes de libération nationale, si l'on prend les réfugiés qui viennent du Rwanda, du Burundi, du Congo, du Mozambique et d'Afrique du Sud, c'est près d'1 million de réfugiés qui sont accueillis par ce petit pays. En 1965, Nyerere va exiger de la Grande-Bretagne d'exclure l'Union sud-africaine, d'exclure le Zimbabwe, l'ancienne Rhodésie, du Commonwealth. Il va être soutenu par un certain nombre d'autres pays. C'est comme cela que les premiers régimes racistes blancs d'Afrique australe vont être fragilisés. Et c'est Nyerere qui va être à la tête de cela. À un moment donné, les États-Unis vont tenter d'instrumentaliser un certain nombre de pays africains pour intervenir au Vietnam. On a failli avoir des Africains allant se battre contre les Vietnamiens. Et c'est Nyerere qui va être à la tête de la campagne africaine, et il va obtenir une interdiction par l'Union africaine d'envoyer des soldats africains pour combattre les Vietnamiens. Cela va appauvrir fortement la Tanzanie, c'est-à-dire qu'un pays pauvre va être encore plus pauvre à cause de son engagement internationaliste. Et enfin, dernier rapport internationaliste de Nyerere, il va être le fondateur de ce qu'on appelle les États, le regroupement des États de la ligne du front. C'est-à-dire un engagement de tous les États, et très franchement, l'apartheid ne serait pas tombé s'il n'y avait pas eu ça. Tellement il était soutenu par les États-Unis, c'est un peu comme Israël, sauf que là, à la différence de la Palestine, si on avait les États de la ligne du front, ce seraient tous les pays arabes autour de la Palestine qui s'engagent à ne pas cesser de soutenir et ne pas cesser de combattre tant que l'apartheid existera encore. Et Nyerere donc propose la constitution de l'union des États de la ligne du front, c'est-à-dire de tous les pays qui entourent l'Afrique du Sud, qui s'engagent à recueillir les réfugiés, à donner des armes et à faciliter la lutte armée des militants sud-africains. On aura compris, un tel homme, on ne peut pas le laisser faire tout seul, on ne peut pas le laisser construire son expérience dans son pays. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Comme dans beaucoup de pays,
on va susciter une guerre avec un autre pays africain. C'est-à-dire qu'on va utiliser une marionnette, là en l'occurrence c'est l'Ouganda, hein, qui a toujours été au service des Américains, enfin des États-Unis. On va inciter l'Ouganda, enfin on va ordonner à l'Ouganda d'agresser la Tanzanie. Alors l'Ouganda à l'époque, c'est le clown dictateur sanguinaire Idi Amin Dada. Celui qui, dès qu'il y a grève, c'est pas on réprime, c'est on tue tous les grévistes. Hein, c'était la théorie d'Idi Amin Dada, celui qui il était soutenu par tout l'Occident. Et donc il agresse la Tanzanie, il occupe le nord de la Tanzanie. Et ce petit pays sans ressources doit en plus se défendre avec l'aide des mouvements de libération qu'il a soutenus. Donc avec l'aide du Frélimo, avec l'aide des combattants sud-africains, avec l'aide de militants qui viennent d'Angola, etc. Eh bien, ils vont non seulement libérer la Tanzanie, mais c'est ça qui va aboutir à la chute du dictateur Idi Amin Dada. Quand les soldats tanzaniens arrivent en Ouganda, ils sont accueillis en libérateurs. Et effectivement, cette dictature aurait pu durer longtemps, puisque c'était le point d'appui des États-Unis dans la région. Le nom de Nyerere, dans toute cette région de l'Afrique, est considéré comme le nom du libérateur. Ça, c'est pour ses actes. Maintenant, au niveau de ses théories, eh bien, on verra que l'apport est encore plus important que les actes, si on peut le dire ainsi. Toute cette situation-là, je la décris parce que très vite, la Tanzanie va se retrouver en difficulté financière. Peu de ressources, l'accueil de réfugiés, la guerre qui lui est imposée. On va se retrouver avec peu de ressources. Et l'expérience tanzanienne va être sabordée économiquement. La Tanzanie va être obligée de demander un prêt au FMI, qui, vous connaissez la suite, FMI, conditions, plan d'ajustement structurel. Et dans les plans d'ajustement structurel, eh bien, il y avait la privatisation des terres, la privatisation des services publics, la diminution des budgets, ça vous rappelle rien? Exactement les mêmes choses que ce qu'on y fait ici. Hein. Les plans d'austérité aujourd'hui, c'est ce que l'Afrique a vécu dans les années 70 et 80, c'est exactement le même processus. Nyerere va refuser, j'ai oublié de dire, il était pour la non-violence, il ne va donc pas s'opposer de manière militaire à ces plans-là, ni de manière violente. Il va par contre refuser de cautionner la situation et donc il va démissionner. Et ça va mettre fin à cette expérience qui est d'une grande richesse. Alors ça c'est pour resituer Julius Nyerere dans son histoire. Regardons maintenant ses apports théoriques qui sont des apports surtout sur la post-indépendance. Des apports sur que faire après l'indépendance, comment faire après X siècles d'esclavage, comment faire après près d'un siècle et demi de colonisation, que faire, comment construire un pays, par quoi commencer, comment bâtir, quelles sont les priorités, etc. Beaucoup des leçons sont d'une grande actualité aujourd'hui. Nyerere va le résumer en deux slogans. Un premier slogan qui est Ujamaa. Je vais expliquer ce que c'est après. Et un second slogan qui est The Self-Reliance. L'Ujamaa, c'est l'idée de bâtir tout le développement économique en partant de l'autosuffisance alimentaire. En disant, si on commence par autre chose, on est ouvert à toutes les ingérences, on peut faire pression sur nous, on peut nous détruire très rapidement. C'est donc ça vous rappellera, Sankara, c'est de Nyerere qu'il a pris cette vigilance-là, sur l'autosuffisance alimentaire, avec un principe qui est de dire, bien, regardons nos villages, si nous voulons être autosuffisants, il faut réussir à les regrouper pour faire des entités suffisamment larges pour qu'elles puissent être des espaces dans lesquels se développe l'éducation, la santé, le développement humain. Et donc il va y avoir tout un travail de regroupement des villages pour que ce soit des lieux, des micro-villes, des lieux dans lesquels peuvent se développer un certain nombre de choses. Les principes de l'Ujamaa sont les principes suivants. Premier principe, une économie collective avec les prises de décision à la base, c'est-à-dire qu'il y avait
des collectifs de base qui étaient l'espace dans lequel se décidaient toutes les décisions du village. Second principe, la langue est un pouvoir. Et donc, il faut partir des langues populaires et non pas imposer une langue par ailleurs. Dans beaucoup d'expériences, ceux qui venaient dans les villages, les militants du parti qui arrivaient, ils parlaient une langue et les gens du village en parlaient une autre. Là, il inverse les choses en disant la langue est un pouvoir et donc il faut partir des langues populaires. Et c'est ce qui va l'amener à refuser, malgré les difficultés. Le plus simple, et beaucoup de pays ont fait ça, le plus simple c'est de repartir de la langue du colonisateur, qui apparaît comme la langue commune à tout le monde, puisqu'elle était imposée. Lui, il refuse cela. Il va, à partir des langues de Tanzanie, regarder celle qui est la plus parlée, pour d'une part la diffuser dans l'ensemble du territoire, et d'autre part maintenir les autres langues comme langues reconnues. C'est le Swahili qui va être reconnu comme langue nationale, comme langue pouvant fonctionner dans l'ensemble de la Tanzanie, mais les autres langues sont reconnues comme langue de travail, comme langue, mais le Swahili est la langue commune. Donc il ne confond pas langue unique et langue commune. Pour lui, la langue doit être commune, elle ne doit pas être unique. On devrait, dans un certain nombre de pays, en Afrique, on navigue entre une langue unique qui tend à s'imposer en niant les autres langues, ou l'inverse, une multitude de langues sans langue commune, et donc avec, après, toutes les ingérences possibles, toutes les manipulations possibles. Troisième principe, et là ça rappelle la Bolivie d'aujourd'hui, la nécessaire articulation entre la pluralité culturelle et l'idée d'un État commun. Autrement dit, la Tanzanie ne définit pas le peuple tanzanien par une culture unique. Il dit on a 120 tribus en Tanzanie, c'est quasiment 120 cultures, il n'y a aucune raison de ne pas les respecter. Le seul problème, c'est comment on fait pour que ça ne soit pas de la division, mais que ça reste dans le cas d'un État unitaire. Et effectivement, la Tanzanie va être complètement préservée des conflits tribaux instrumentalisés par l'impérialisme, contrairement à d'autres pays dans la région. Bref, Nyerere prouve qu'il est possible de forger une nation pluriculturelle dans le respect de toutes les cultures. Quatrième principe, Nyerere nous dit, si on fait une économie à la base, une économie où c'est les collectifs de base qui décident, ça n'a qu'un nom, et l'Afrique n'a pas, pour lui, n'a pas le choix, ça s'appelle le socialisme. Alors, pour lui, le capitalisme en Afrique est inimaginable, si ce n'est à accepter la paupérisation de l'essentiel de la population. Par contre, il souligne l'importance du travail dans chacun des pays pour que le socialisme trouve des racines locales, pour s'appuyer sur les héritages qui sont conformes au socialisme et éliminer ceux qui ne sont pas conformes au socialisme. Il en appelle donc à un travail de tri dans les héritages, et en disant le socialisme ne peut fonctionner que s'il a des racines tanzaniennes. Donc ça ne peut pas être la copie de ce qui s'est passé en Chine, de ce qui s'est passé en Russie, etc. Ça, c'est des socialismes adaptés aux réalités et à l'histoire de ces peuples. Lui, il dit il nous faut partir des réalités tanzaniennes. Et donc, le socialisme doit être enraciné dans la culture locale. Pour ce socialisme, nous dit-il, eh bien, qu'est-ce qu'il y a de particulier au socialisme tanzanien par rapport à d'autres? Ben, il nous dit, d'abord, cette idée-là. C'est son second grand pilier, qui est que quel que soit l'état de pauvreté d'un pays, le premier principe, c'est de compter sur ses propres forces et de ne pas attendre l'aide, même l'aide des amis, même l'aide de ceux qu'on aime bien. Nyerere ne cachait pas son admiration pour les puissances socialistes, mais il disait ok, on peut avoir un coup de main à un moment donné, mais on doit d'abord compter sur ses propres forces. Exactement ce que fera Sankara des années plus tard, sauf que Sankara a eu plus de moyens pour le mettre en œuvre. Second principe du socialisme tanzanien, partir de l'agriculture.
contrairement aux expériences russes ou chinoises, etc. Chinoise, ça se rapproche un peu plus, mais ce n'est pas l'industrie qui va être la colonne vertébrale du socialisme, mais l'agriculture. Tout simplement, dit-il, parce qu'il faut partir de ce qui nous est nécessaire rapidement pour produire l'autosuffisance alimentaire. Il reste hanté par ça. Troisièmement, nous dit-il, troisième principe, en termes de socialisme tanzanien, ben il nous dit, il n'y a qu'en Europe que le collectif apparaît comme nouveau. Nous, ça fait partie de notre histoire. C'est la colonisation qui est venue détruire le collectif. La propriété privée des terres n'était pas connue avant l'arrivée des esclavagistes et des colonisateurs. Et donc, remettre de l'économie collective, remettre de la propriété collective, ça n'est qu'aller jusqu'au bout de la décolonisation. Ce n'est pas inventer quelque chose de nouveau, comme en Occident, où il faut... Hein, même ici, moi je suis pour qu'on revienne à du collectif, mais ici, ça sera réinventer des choses, là, ça sera renouer aussi avec des choses plus anciennes. Et donc, l'économie collective, l'agriculture collectivisée, c'était ce qui fonctionnait, nous dit-il, avant l'arrivée du colonisateur, et il faut donc se baser sur cette culture pour le remettre à l'ordre du jour. Je peux avoir un café? Quatrième principe, qui est pour moi un des plus importants. Le socialisme se construit par en bas et non par en haut. Je le dis parce que très souvent, une des limites des expériences d'émancipation en Afrique, ça a été à cause des puissances impérialistes, à cause de la pression internationale, à cause de la peur de ne pas être suffisamment fort en cas d'intervention, ça a été d'essayer d'aller très vite. Et on a voulu accélérer l'histoire, construire le socialisme très rapidement. Oui. Et qu'est-ce qui se passe quand on veut aller vite? Eh bien, on ne prend pas le temps du débat, on ne prend pas le temps de mobiliser les paysans, les travailleurs, les ouvriers, on ne prend pas le temps de débattre avec eux sur les orientations parce qu'on fait des plans de 3 ans et qu'il faut à tout prix, parce qu'on a peur que les États-Unis interviennent, on a peur que la France magouille un coup d'État. Nyerere dit, mais ça on peut plus se le permettre. Alors il bénéficie aussi de l'expérience d'échecs de socialisme africain qui ont été trop vite. Mais si on prend par exemple l'exemple de Nasser en Égypte, on a un socialisme, malgré plein de choses de bien qu'a fait Nasser, et vraiment plein de choses bien qu'a fait Nasser, qui était par en haut. L'expérience algérienne, où il y avait la médecine gratuite, où il y avait plein de choses, mais c'était par en haut, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas construction par en bas du socialisme. Et Nyerere en tire comme conclusion, le socialisme ne peut se construire que par en bas. Et pour que ça se construise par en bas, nous dit-il, on ne peut pas construire une émancipation avec des personnes qui ne sont pas éduquées. Vous aurez compris pourquoi il en vient à l'éducation populaire, qui n'ont pas accès à la lecture, qui n'ont pas accès à l'esprit critique, qui n'ont pas accès à la découverte des savoirs contemporains. Et rajoute-t-il, et on ne peut pas faire ça avec des malades. Donc il faut les soigner aussi. Donc ça va donner toutes les campagnes de santé populaire qu'il va développer. Et cinquième principe, nous dit-il, en matière d'éducation et de santé, nous n'avons pas à copier les méthodes occidentales, parce que pour l'essentiel, alors je ne sais pas s'il connaissait les pédagogies alternatives, s'il connaissait le mouvement freiné, etc., s'il connaissait le théâtre de l'opprimé, je ne sais pas, n'empêche qu'il dit que pour l'essentiel, les méthodes occidentales sont des méthodes qui sont basées sur la hiérarchisation, sont basées sur l'idée de personnes qui savent et d'autres qui sont ignorants, et que les personnes qui savent sont supérieures à celles qui sont ignorantes, et qu'il suffit de faire descendre le savoir. Il dit que ça, c'est contradictoire avec le socialisme, et qu'il faut donc réinventer des méthodes propres au peuple africain pour pouvoir développer le pays. Vous aurez compris qu'avec, et je reviendrai sur l'éducation qui est un de ses apports essentiels, je reviendrai après plus profondément. Vous aurez compris qu'avec tout cela, Nyerere considère que la propriété privée est à bannir. Elle est à éliminer. Alors Nyerere est un chrétien. Il ressemble par certains côtés à Chavez. Il justifie son socialisme par sa foi. Alors certains ici en Occident disent « Ah ben non, mais s'il est chrétien, il ne peut être que réactionnaire. » Vous en avez certains qui disent sur Chavez aujourd'hui « Il ne peut pas être bien parce qu'il est chrétien. » Ils oublient qu'une des dimensions de base de l'analyse matérialiste, c'est qu'on ne juge pas une personne par les idées qu'elle a d'elle-même, mais on juge une personne par ses actes. C'est-à-dire, qu'est-ce que fait Chavez? Est-ce que oui ou non, les actes qu'il fait vont dans le sens du peuple?
Et c'est la même chose pour Nyerere. Hein, c'est pas, vous savez tous que vous pouvez avoir des croyants réactionnaires et des croyants progressistes, comme vous pouvez avoir des athées complètement réactionnaires et des athées progressistes. Parce que les dominés ont interrogé les gens sur leurs actes et non pas sur ce qu'ils racontent. Parce que tout le monde a toujours une bonne idée de lui-même, jugeant les gens sur leurs actes. Et donc pour lui, la terre ne peut pas être une marchandise, parce qu'elle est un don de Dieu. Ça vous rappelle rien, ça? C'est inscrit dans la constitution bolivienne. Alors c'est pas le Dieu des chrétiens chez les Boliviens, hein. C'est la Pachamama. Donc on ne peut pas privatiser, parce que c'est la Pachamama. Mais ça, j'aimerais bien qu'on français ça. J'aimerais bien qu'on nous dise, on peut pas. Moi, franchement, ils peuvent dire l'islam, le christianisme, le bouddhisme ou quoi que ce soit. S'ils nous disent juste, ça ne devient pas une marchandise parce que c'est. Et donc ça a permis de poser un principe qui va empêcher effectivement les privatisations pendant toute une période. Il considère que la terre ne peut pas appartenir à des particuliers parce que justement, elle ne peut pas se diviser, étant don de Dieu, elle ne peut pas se diviser en morceaux. Troisième élément sur la propriété privée, il nous dit que la terre ne peut pas être privatisée non plus. Alors, il dit la terre et après l'industrie, mais comme sa priorité c'est la terre, il parle ses exemples sont souvent la terre. Hein. Secondo, il dit la terre ne peut pas non plus être privatisée parce que c'est un don des générations antérieures qui doit être transmis aux générations ultérieures. Et ça, c'était bien avant que les écologistes nous justifient leur théorie à partir de ça, parce que c'est un des arguments des écologistes. Hein, ça, c'est les années 60. Hein, donc, en disant, Nyerere n'hésite pas à dire que lui, dans sa croyance, eh bien, toutes les générations sont là, même celles qui sont mortes. Elles sont là. On a des dettes vis-à-vis d'elles, et on doit les donner aux générations qui viennent après. Et enfin, dernier argument contre la propriété privée que met en avant Nyerere. Alors vous aurez compris que ces arguments ont eu beaucoup de poids au niveau du peuple tanzanien. Si vous venez leur tenir un discours sur le capital dans les années 60 à des paysans... Par contre ça, c'est complètement compréhensible. Et c'est la force, on l'a bien vu avec Nyobe, rappelez-vous, c'est la force de ces penseurs de cette période-là, comme c'est la force en Bolivie, au Venezuela, etc., que de partir des cultures des personnes pour trouver des exemples, pour trouver les explications qui permettent d'aboutir au même résultat, refus de la propriété privée, mais à partir d'éléments que les gens peuvent comprendre, et non pas venir leur balancer un discours qui est incompréhensible. On a un séminaire demain sur les quartiers populaires, peut-être qu'il faut qu'on s'interroge, est-ce que notre discours est compréhensible dans les quartiers? Peut-être que là aussi, parfois on va trop vite, peut-être qu'on ne prend pas le temps de la construction, peut-être qu'on est trop pressé, on voudrait que ça se construise en 3 ans, et donc on arrive dans les quartiers avec notre vocabulaire. Peut-être qu'il faudra qu'on tire des leçons de ces pensées. Voilà ce que nous dit Nyerere sur... dernier argument contre la propriété privée. Il dit, bon, et maintenant, si vous n'êtes pas comme moi, si vous n'êtes pas convaincu par tout ça, eh bien, il y a un argument de bon sens. C'est que produirait la propriété privée en Tanzanie? Immédiatement la pauvreté, pour la plus grande partie de la population. Voilà ce qu'il nous dit. Si on donne aux gens la propriété privée de la terre, ils auront alors le droit de la vendre. Il ne sera pas difficile de prédire qu'en quelques années, qui sera propriétaire foncier et qui sera locataire. Dans un pays comme le nôtre, où d'une façon générale, les Africains sont pauvres et les étrangers sont riches, il est tout simple de comprendre que ce sont des étrangers qui achèteront la terre. C'est le cas aujourd'hui. Absolument. Absolument. Entre guillemets, vous avez tous sans doute entendu dans les médias l'opération de diabolisation d'un Mugabe. Ah oui. C'est si on écoute nos médias, c'est un monstre, etc. Vous savez pourquoi il y a ça? Mugabe a juste dit, c'est pas normal que les descendants des Blancs de l'époque coloniale soient encore les propriétaires de la terre et que les Africains restent à mourir de faim. Et donc il a dit, l'indépendance n'est pas terminée, il faut redistribuer la terre et faire une réforme agraire. Et ça a suffi pour en faire un monstre
Alors, zappez sur n'importe quelle chaîne, vous tomberez sur il faut à tout prix destituer Mugabe, qui est un monstre, qui, je sais pas, il mange les enfants. Il a juste dit, peut-être que la terre, il faut la partager, que les Noirs y ont accès. Autrement dit, et on le voit dans toute la région, on a effectivement un certain nombre enfin, c'est pas un nombre, on a des centaines de kilomètres carrés, des milliers de kilomètres carrés qui appartiennent à des grands groupes multinationaux. Il y a une mainmise non seulement sur l'industrie, mais maintenant aussi sur les terres en Afrique. Ayant posé tout cela, Nyerere nous dit, mais tout ça, ça dépend. Le facteur principal pour construire ce socialisme-là. Socialisme ancré dans les cultures historiques du peuple tanzanien. Socialisme qui est sur une base collective, etc. Là, ça dépend d'un facteur, qui est l'homme. Il faut que les hommes et les femmes tanzaniennes puissent être suffisamment formés pour produire tout cela. Alors, quelle est sa conception de l'éducation? Il appelle ça l'éducation pour pouvoir s'en sortir par nous-mêmes, self-reliance, s'en sortir tout seul, s'en sortir sans d'aide internationale, s'en sortir sans maîtres qui viennent nous dire comment faire, etc. Il nous dit, alors la Tanzanie est un pays rural, et bien il nous dit, il doit y avoir un investissement de la ruralité par tout le monde. Alors aujourd'hui ça peut choquer, il faut se mettre dans la situation tanzanienne où 95% de la population était rurale. Et donc les enseignants comme les étudiants, c'est pour ça qu'on a parfois appelé Nyerere le Mao d'Afrique, enseignants comme étudiants doivent participer à la production agricole et à la prise de décision dans les collectifs de base. Pour lui, il n'y a pas d'un côté l'enseignement et de l'autre côté le travail productif. Le travail productif fait partie intégrante du programme scolaire. Parce que ce travail productif permet de combiner la théorie et la pratique. Alors aujourd'hui, on a du mal à imaginer ça, mais moi je pense que même ici, il va falloir qu'on revienne à cela. Donc vous aviez des universités avec des champs à côté. Vous aviez des lycées avec le jardin potager à l'intérieur pour produire ce que les élèves allaient manger. Et vous imaginez que le cours de, je sais pas, le cours de biologie, quand il y a une ferme dans le lycée, il prend une autre forme que quand c'est uniquement théorique et abstrait et un professeur avec un tableau. Que le cours sur l'agriculture, les travaux pratiques sont là immédiatement, et donc effectivement c'est appropriable plus rapidement. Autre élément sur l'éducation, quatrième élément important pour lui en matière d'éducation, c'est qu'il faut accorder une place minime aux examens. Les examens n'ont quasiment aucune importance. Il nous dit également que chaque étape de l'enseignement doit être une étape autosuffisante. Ça veut dire que le primaire ne vise pas à préparer le secondaire. Il doit être en lui-même un tout. Et le secondaire ne vise pas à préparer le supérieur. Il doit être en lui-même un tout. Parce que d'abord, il y a dans une économie pauvre comme celle de la Tanzanie, il y avait des gens qui arrêtaient au primaire, d'autres qui arrêtaient au secondaire, etc. Et donc il faut que la personne qui sort d'un cycle d'enseignement de ce type-là, elle ait acquis un certain nombre de savoirs qui le font grandir. Et donc, il n'y a pas une étape 1 qui prépare à l'étape 2. C'est l'inverse du système ici, où tout le contenu du collège, c'est pour préparer le lycée, tout le contenu du lycée, c'est pour préparer... et donc, en lui-même, du coup, on est toujours pressé, on ne prend pas le temps de travailler réellement avec les élèves. On est surtout prisonnier. Et on est prisonnier d'un programme, après, qui est... Pour lui, le but essentiel de l'enseignement et de l'éducation, c'est de donner confiance aux élèves, c'est que les élèves aient confiance en eux-mêmes. Premier pied fondateur de sa conception de l'éducation, la confiance en soi. Secondo, donner le goût de la coopération. Il faut que les élèves aient participé à des groupes où, en coopérative,
qu'ils aient décidé un certain nombre de choses, qu'ils apprennent le collectif et la viabilité du collectif, mais aussi c'est quoi la démocratie par la pratique, hein, en décidant de qu'est-ce qu'on cultive, mais aussi de noter les professeurs, enfin il y avait toute une série de mesures là-dessus, donc une dimension de coopération. Et troisième apport nécessaire pour lui dans l'éducation, développer un esprit critique et curieux. Il dit qu'un élève qui sorte avec ces trois choses-là, qu'il soit diplômé ou non, peu importe, c'est quelqu'un qui peut contribuer à son émancipation et à l'émancipation des autres. Ça, c'est les thèses de Nyerere sur l'éducation des nouvelles générations. Mais il nous dit, attention, l'éducation ne s'arrête pas à un certain âge, et que par conséquent, il faut penser une éducation pour les adultes tout au long de leur vie. Et n'oubliez pas qu'il hérite d'un pays dans lequel près de 95% sont analphabètes. Pour lui, l'objectif de l'éducation des adultes est le suivant, je vous cite. C'est pour ça que je dis que c'est un des fondateurs de l'éducation populaire. Il est de libérer l'homme des contraintes et des limites que lui imposent l'ignorance et la dépendance. Libérer l'homme des contraintes et des limites que lui imposent l'ignorance et la dépendance. Avec un vocabulaire moderne, on dirait le savoir est une arme. Mais il l'a dit bien avant, avec d'autres mots. L'éducation a également pour objectif, dit-il, de renforcer la maîtrise des hommes sur eux-mêmes, sur leur vie et sur leur environnement. Donc c'est pas d'avoir de savoir faire le théorème de Pythagore, etc. Ça c'est un moyen peut-être, mais c'est autre chose, quoi. C'est les idées qui se développent dans une auto-éducation et une co-éducation, nous dit-il, doivent être des idées libératrices. Les compétences acquises doivent avoir un pouvoir libérateur. Autrement dit, toute l'éducation est centrée sur la production d'un homme capable de vivre en coopération avec l'autre, pour qui la coopération apparaît comme naturelle, comme spontanée, comme ne devant pas faire un effort. Et pour cela, il faut organiser dès l'école, mais aussi pour les adultes, ces espaces d'éducation. Bien sûr, pour les adultes, ça ne prend pas la forme d'espace scolaire, ça prend la forme de multiples expériences, nous dit-il, et c'est bon, tout ce qu'on appelle l'éducation populaire ici. De la même façon, Nyerere considère que l'éducation doit être un espace d'épanouissement. Jusqu'à présent, on a vu la contribution à la coopération, etc. C'est aussi un espace d'épanouissement. L'éducation doit aider l'homme à renforcer ses capacités, nous dit-il. Donc on doit sortir avec plus de capacités en participant à ces espaces d'éducation populaire. Et elle doit en particulier les aider à décider eux-mêmes et ensemble. Et il dit c'est ça le véritable développement. Ça n'est pas la quantité de choses produites, c'est quand tous ceux sur un territoire ont décidé ensemble. Par exemple, décider ensemble de produire plus, ou décider ensemble de travailler moins, parce qu'ils ont produit assez. Mais c'est cette idée que pouvoir décider et décider ensemble. Il complète en disant « L'éducation doit également amener à penser clairement, afin de résister aux charlatans. » C'est d'une actualité brûlante. Quand on voit que certains profitent de la révolte de nos jeunes pour leur montrer le chemin de la Syrie, et que c'est alimenté par l'État qui développe l'islamophobie, quand on voit le développement des sectes chrétiennes pour les jeunes un peu paumés, on a vraiment aujourd'hui besoin que nos nouvelles générations développent leur esprit critique et soient en capacité de résister. Et donc il dit que ça, il n'y a pas de secret, c'est pas spontané, ça s'apprend. Penser clairement, savoir décortiquer, avoir un esprit critique, ça s'apprend. Et enfin, elle doit les doter, cette éducation, des moyens pour mettre en pratique les décisions. Ça, en Afrique, c'est important. Parce qu'on aime la palabre.
peut parler beaucoup, après il faut faire. Et donc là, il est très conscient, donc il dit, mais oh, il faut aller jusqu'à l'action. Et donc il résume cela en disant, l'éducation sert à libérer et non à avoir un diplôme. Qu'il justifie de la manière suivante. Pour lui, ce n'est pas simplement de la haine du diplôme, hein. C'est vraiment les leçons qu'il tire du colonisateur. Et je pense qu'à l'avenir, des travaux comme Nyerere, parce que je suis un grand optimiste sur l'Europe, hein, on va finir par la faire, cette révolution ici, on va finir par transformer les choses. Eh bien, sans doute que les travaux de Nyerere nous aideront ici après. Voilà ce que nous dit Nyerere sur la question du diplôme. Le désir centré uniquement sur le diplôme n'est qu'un aspect de la maladie de la société de consommation capitaliste, dans lequel l'accumulation des biens pour l'accumulation est le but final. L'accumulation de connaissances, ou pire encore, l'accumulation de bouts de papier, ça c'est les diplômes, pour monnayer ces connaissances, n'a rien à voir avec le développement. L'éducation n'est pas un diplôme, elle doit être au service de l'homme. Donc pour lui, refuser ce centrage sur le diplôme, c'est une prise de conscience aussi que le discours sur le diplôme est un discours occidental et que malheureusement ça a fait beaucoup de dégâts en Afrique auprès des élites qui, une fois diplômés, sont persuadés qu'en copiant ce qu'on leur a appris dans les manuels, qui fait les manuels aujourd'hui? C'est ici, hein? Qui donne les contenus des cours d'économie? C'est des gens formés ici, qui expliquent que le libéralisme est le meilleur des systèmes. Et donc c'est aussi cette idée-là qui est de dire, attention, derrière ces diplômes, il y a les intérêts d'une certaine classe sociale et d'une certaine partie du monde. Et donc pour lui, les critères d'évaluation d'une éducation, c'est deux critères. Savoir si j'ai réussi à éduquer mon enfant, savoir si on a réussi dans le village à s'auto-éduquer collectivement, savoir si le ciné-club que j'ai créé est un ciné-club qui permet d'éduquer, savoir si le cours d'alphabétisation que je fais permet d'éduquer. Pour Nyerere, il y a deux critères. L'esprit critique et la conscientisation. Est-ce que la personne qui a suivi l'initiative réfléchit de manière plus critique? Ou est-ce qu'elle continue à s'abreuver, à croire tout le monde, etc. Et deuxièmement, est-ce qu'elle s'est conscientisée, c'est-à-dire est-ce qu'elle prend en compte tous les facteurs, les effets de l'environnement, les pressions, etc. C'est les deux critères pour lui qui sont le signe d'une éducation. Vous voyez que toutes nos associations d'éducation populaire subventionnées par l'État ici, etc., qui considèrent que l'éducation populaire, c'est faire un stage BAFA, etc., mériteraient peut-être de lire Nyerere et d'interroger... Vous aurez compris que les travaux de Nyerere, alors qu'il ne l'a pas lu, puisque c'était avant, sont très très proches. Et c'est assez intéressant de voir qu'en Amérique latine, en Amérique du Sud et en Afrique, on a eu deux penseurs qui ont convergé, quasiment mot à mot, c'est pas les mêmes mots, hein, avec Paulo Freire. Paulo Freire et Nyerere, et pourtant ils l'ont inventé chacun de leur côté, et c'est pas un hasard que ça vienne de ces deux parties du monde, et ils débouchent sur des conclusions quasi similaires. C'est exactement ce que Paulo Freire appelle le processus de conscientisation pour l'Amérique du Sud. Pour Nyerere, c'est important dans les pays qui ont été dominés que de développer au maximum cette éducation, parce que, nous dit-il, il ne faut pas sous-estimer le traumatisme de l'esclavage et de la colonisation, qui est un vrai traumatisme. Il n'y a que ici qu'on sous-estime ça. Hein. Et nous dit-il, ce traumatisme-là, attention, il faut le prendre au sérieux parce que ce traumatisme, il crée un regard fataliste sur le monde. Il crée un regard sceptique sur le possible. Et par conséquent, il faut combattre cet héritage de scepticisme et de fatalisme. Et pour cela, ça ne viendra pas tout seul. Ça passe par des espaces où ensemble, on s'auto-éduque, on se conscientise, etc. Alors, à l'époque où Nyerere écrivait, on pouvait dire, ce rapport fataliste et sceptique, c'est uniquement les pays qui ont été colonisés. Mais depuis, dans nos quartiers populaires, le fatalisme s'est bien installé. Hein. Depuis, dans nos quartiers populaires, le rapport sceptique à l'avenir s'est bien installé. L'idée que c'est dégueulasse ce monde, mais on ne peut rien faire,
c'est bien installé. L'idée qu'il faudrait une révolution, mais elle n'arrivera jamais, elle est bien installée. On l'entend quand on discute autour de nous. Et donc sans doute que des choses qui n'étaient pas adéquates ou pas tout à fait urgentes ici le deviennent, et que sans doute que les leçons d'IRR s'appliquent aussi pour nos quartiers populaires ici. Nyerere nous dit donc que l'éducation doit être plus large que l'école. Elle doit englober tout ce qui renforce la compréhension de l'homme, tout ce qui renforce sa capacité à agir, tout ce qui l'aide à prendre des décisions. L'éducation, nous dit-il, inclut donc la formation, mais la dépasse. C'est-à-dire que, bien sûr, dans l'éducation, quelqu'un, quand on a un espace d'éducation, si j'ai déjà lu Nyerere, je vais vous faire part de ma lecture. Ça fait partie. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça, c'est l'aspect formation. Mais ça ne s'arrête pas là. On se serait planté si on s'arrêtait là. Le vrai travail commence après. C'est quand les premiers concernés se disent, mais avec ça, autour de moi, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que ça change dans ma pratique? Qu'est-ce que je peux mettre en place au Front Uni des immigrations et des quartiers populaires pour développer ces espaces d'éducation? Qu'est-ce que moi, dans mon boulot, où je fais de la formation? Et donc, pour Nyerere, la formation est une partie de l'éducation, mais n'est pas le tout de l'éducation. Il y a une autre dimension derrière, et qui passe cette seconde partie par la mobilisation des apprenants, et pas simplement du prof. Autrement dit, le prof peut donner des outils, il peut donner des aliments, mais les vrais producteurs, c'est les élèves qui s'emparent de ça, si on a créé l'espace pour qu'ils s'en emparent. Si je ne fais pas un cours directif, si je ne fais pas... c'est ça pour lui qui est l'essentiel. Elle inclut également, nous dit-il, la sensibilisation, mais ne s'arrête pas à la sensibilisation. Donc on peut continuer à passer des films, c'est même important, à passer des films qui, je reçois une baffe, je ne connaissais pas, etc. Mais pour Nyerere, ça fait partie, mais ce n'est pas toute l'éducation. On va s'arrêter là. C'est de nouveau, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Elle inclut l'organisation et la mobilisation, nous dit-il, mais ne s'arrête pas là. L'éducation, c'est tout ça, tout ce qu'on vient de dire, plus une réflexion permanente sur les valeurs et le sens. Pourquoi je fais ça? Quelle est la valeur qu'il y a derrière? Est-ce que c'est l'égalité? Est-ce que c'est... Voilà, quelles sont les valeurs qui guident l'ensemble de mon organisation, l'ensemble de mes travaux, etc. Pour cela, dit-il, il faut rompre avec une autre idée occidentale, qui est l'idée que les éducateurs, il les appelle comme ça, et dedans il met enseignants, parents, les éducateurs, et il dit qu'on est tous à des moments différents éducateurs. Il faut rompre avec l'idée que les éducateurs doivent être neutres politiquement. C'est exactement l'inverse. Un éducateur qui a conscience qu'il ne va pas endoctriner, mais il va donner des armes, il va donner des outils pour que les gens s'en emparent, un éducateur ne peut pas être neutre politiquement. Il nous dit même, c'est une activité, je cite, hautement politique, la plus politique qu'il soit. Et c'est pour cela, nous dit-il, que les grandes puissances impérialistes, qui eux le savent, nous envoient leur ONG pour que surtout, on ne développe pas ces espaces d'éducation populaire qui créeraient un esprit critique. Il a cette belle phrase qui, pour moi, mériterait qu'on en fasse une affiche. Vivre, c'est apprendre, et apprendre, c'est essayer de vivre mieux. Ça vous rappelle rien? Quel est le concept actuellement qui est mobilisé, alors avec des définitions différentes et des conflits, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est autour de ces concepts-là que ça se mobilise en Amérique du Sud. Ania, tu vas le dire mieux que moi, buen vivir, le bien vivre. C'est exactement ce que propose comme conception du développement et d'éducation. Là, c'est le vivre mieux, là, c'est le bien vivre.
C'est-à-dire que la question, c'est pas le nombre de produits que j'ai, c'est est-ce que d'abord tout le monde peut en avoir, et est-ce que c'est souhaitable, et il propose que ça soit autour de ça que les choses se construisent. Il considère également, je vais vous citer sa phrase, que en Occident, ça n'est pas un hasard. Alors à chaque fois qu'il dit Occident, c'est bien par rapport aux puissances qui dominent le monde, hein, c'est les colonisateurs qui continuent avec le néocolonialisme. Et il dit, ça n'est pas un hasard que la vie est coupée en tranches en Occident. Une tranche pour l'éducation, une tranche pour le travail, une tranche pour la retraite. Il dit, ça n'est pas un hasard. C'est cloisonné. C'est cloisonné. Et ça correspond aux besoins de l'économie capitaliste. Voilà ce qu'il nous en dit. Si nous voulons réellement progresser dans le domaine de l'éducation des adultes, comme des enfants, il est indispensable de cesser de diviser la vie en tranches. L'une réservée à l'éducation et l'autre, plus longue parce que c'est plus rentable, réservée à la vie active. Avec, à l'occasion, des moments consacrés à des cours, qu'il met entre guillemets. Dans un pays résolu à s'émanciper, nous devons comprendre que l'éducation et le travail ne peuvent pas être séparés. Ils font tous deux parties de la vie et doivent se poursuivre tout au long de celle-ci. Il faut que l'on puisse arrêter la machine pour étudier et arrêter d'étudier pour aller donner un coup de main au champ. On aura compris que dans un pays qui se développe, eh bien ça peut ouvrir plein de perspectives et que c'est peut-être pas un hasard qu'il y ait autant de modèles venant d'ici qu'on essaye d'appliquer tel quel. Vous savez que la réforme LM, c'est quoi LMD là? Licence, maîtrise. Elle est appliquée dans tous les pays d'Afrique. C'est quand même. Vous vous dites voilà une réforme qui déjà ici a fait des dégâts et on va la plaquer et l'appliquer dans tous les pays d'Afrique. Eh bien en Afrique, vous avez maintenant école primaire, enfin quand il y a des écoles, hein, mais bon, là où il y a des écoles, primaire, secondaire et LMD. Le même modèle qu'on estime applicable partout. Je crois qu'on aurait gagné à écouter un peu plus Mireille. Et il nous dit, si on est bien sur cette idée qu'on ne peut pas couper la vie en tranches, et qu'il faut d'une part assurer les moyens de vivre à tout le monde, mais du coup articuler travail et études en permanence, eh bien l'éducation ne peut pas être descendante. L'éducateur, ce n'est pas quelqu'un qui sait et qui transmet à quelqu'un qui ne sait pas. S'il fallait le définir, nous dit-il, il faut le définir comme un guide dans une découverte. C'est quelqu'un qui guide le long d'un chemin. Ça, c'est ces phrases. Hein. Et un chemin que nous suivrons ensemble. L'éducateur ne donne pas à autrui quelque chose qu'il ne sait pas. Il l'aide à exploiter son potentiel et ses propres capacités. Pour tous ceux qui font des ateliers d'écriture ou des trucs, ça devrait vous parler. Et c'est ce qui va l'amener à proposer 3 objectifs à la nation tanzanienne. Et à l'époque, il y a eu une très forte mobilisation. Je vous dis, c'est la destruction de l'équilibre économique de la Tanzanie à cause de la guerre qui va provoquer la fin de cette expérience. Premièrement, nous dit-il, en développant à la fois l'économie et l'éducation, nous dit-il, nous devons nous arracher à la résignation dans laquelle on nous a plongé depuis des siècles. Donc casser la mentalité fataliste, la mentalité, le fait de ne pas y croire, etc. Casser cette dimension-là. Ici, pour ceux qui sont au Front Uni, souvent on a parlé du sentiment d'impuissance dans les quartiers. Des gens qui disent on se sent impuissant. Ben ouais, comment on casse ça? Deuxièmement, produire les conditions qui permettent d'améliorer immédiatement la vie. On dit, notre projet ne serait que du baratin si les gens ne mangent pas plus l'année d'après que l'année d'avant. Donc ça doit améliorer immédiatement la vie. Et c'est pour cela qu'il insiste sur l'agriculture comme élément de résultat immédiat sur l'amélioration de la vie. Et troisièmement, faire vivre les principes du socialisme et de l'autosuffisance. Malheureusement, on ne laissera pas l'expérience aller jusqu'au bout. L'Ouganda agresse la Tanzanie. L'aide au mouvement de libération nationale
appauvrit la Tanzanie. Le peu d'argent qu'ils avaient va en aide à l'extérieur. Cette guerre, par exemple, avec l'Ouganda, va coûter 1 milliard de dollars à une Tanzanie qui est un tout petit pays sans ressources naturelles. Nyerere va être critiqué à cette époque par les grandes puissances pour avoir consacré trop d'argent à la solidarité extérieure. Et on va l'accuser d'avoir négligé les problèmes internes de son pays. C'est un des drames de beaucoup d'expériences que d'avoir été devant à l'époque, parce que comme il n'y avait pas une émancipation sur tout le continent, mais que c'était pays par pays, que d'avoir été amené à devoir, Sankara ça a été la même chose, devoir être amené à faire à certains moments des priorités, mais c'est des priorités dans des priorités. C'est pas je fais cette priorité et puis c'est secondaire le deuxième, tu es obligé de choisir dans des choses qui sont déjà urgentes. Et bien entendu, les puissances occidentales ne lâchent rien et donc ne leur ont pas laissé les marges de manœuvre pour pouvoir fonctionner. Parce que c'est un temps aussi. Ben oui, oui. Ça nécessite du temps et le monde tel qu'il est construit aujourd'hui avec les grandes puissances empêche d'avoir ce temps. La Tanzanie est donc obligée de faire appel au FMI. En 81, la Tanzanie se trouve dans l'obligation de souscrire un prêt et d'avoir un programme d'ajustement structurel. Et là, les conditions qui vont être mises, c'est-à-dire que la Tanzanie est prise à la gorge. Pour rembourser son prêt, elle doit accepter un certain nombre de conditions. Nyerere refuse, mais il est devant un vrai drame. C'est que refuser, c'est aussi ne pas avoir de quoi nourrir son peuple immédiatement, puisque là, il y a des besoins immédiats. Il va donc se retirer. En réalité, il pense que c'est incontournable de prendre ce prêt, parce qu'il y a des besoins immédiats. Mais il refuse, lui, de se retirer, et il le précise de manière très claire. Il le refuse pour qu'on ne dise pas, regardez, même Nyerere a renoncé au socialisme, même lui a renoncé à sa conception de l'éducation, donc il se retire, il préfère renoncer au pouvoir, et il en tire comme conclusion qu'à l'avenir, l'émancipation devra être au moins régionale, si ce n'est continentale. Ça vous rappelle rien? C'est l'Alba aujourd'hui. C'est ce que font les Latinos aujourd'hui, en ayant l'Équateur, la Bolivie, le Venezuela, qui fait qu'effectivement, si on veut les agresser, ben il faut, ça sera un peu plus dur que d'agresser un seul de ces pays. Et c'est la conclusion qu'il tire de toute son expérience, c'est que le monde impérialiste tient tellement aux richesses et à ses profits qu'il ne laissera pas des expériences pays par pays, que ça sera par le rapport de force et que le rapport de force exige une dimension régionale. Si vous regardez, pour tous ceux qui sont là depuis le début des cours, le nombre de leaders africains qui en sont arrivés à cette conclusion, rappelez-vous Nkrumah, rappelez-vous Sankara, rappelez-vous, quasiment tous finissent par dire on ne s'est pas planté dans nos idées complètement, mais le rapport de force nécessitait qu'il y ait les autres pays autour et qu'ensemble, on dise non. Il en conclut donc, il dit avant de mourir, que plus que jamais il est panafricain, parce que plus que jamais le panafricanisme, c'est le rapport de force qui permettra de se déconnecter de cette économie mondiale qui est mauvaise. Et quant à ceux qui disent que c'est son projet lui-même, que c'est le projet de socialisme lui-même qui était non viable, voilà ce qu'il nous dit. Parce qu'on a essayé, bien entendu, de lui faire dire des reniements, de lui faire dire qu'après tout, peut-être qu'avec le capitalisme, ça aurait été mieux, etc. Voilà ce qu'il dit à la fin de sa vie. Soyons honnêtes, nous avons eu des difficultés à la fin des années 70 au niveau économique. Mais ce n'est pas des difficultés dues au socialisme. Il y a des valeurs qui ne peuvent être mises en place qu'avec le socialisme. Les valeurs de justice, de respect des êtres humains, de développement centré sur les gens, d'un développement qui fait attention aux gens. Il est impossible de laisser le développement d'un pays à un système capitaliste qui est sans pitié et sans sentiment. Qui allait aider les pauvres? C'est de la traduction du Swahili, hein, donc c'est pas forcément... qui allait aider les pauvres? Et la majorité des gens dans nos pays sont des pauvres. Qui va défendre les pauvres? Certainement pas le marché. Donc je ne regrette pas d'avoir essayé de construire un pays reposant sur ces principes. Il faudra de toute façon réaliser ce qui a donné un visage un tout petit peu... réaliser que ce qui a donné un visage un tout petit peu humain au capitalisme, ce sont les valeurs socialistes
que les dominés ont imposé à leur maître. C'est-à-dire que même ce qui apparaît ici comme vivable, c'est en fait les luttes qui l'ont imposé. Mais que s'il n'y avait pas ça, ben, il y aurait, le capitalisme serait dans son visage complètement inhumain. Il ne le dit pas, mais moi je rajouterais que les aspects un tout petit peu humains ici du capitalisme, il y a le RSA, etc., sont liés à la pauvreté du pillage des pays du Sud. S'il n'y avait pas ce pillage, le RSA ne serait pas possible. Et là, on voit bien, avec ce qui est arrivé à Nyerere, à la fois tout son apport et à la fois son échec, parce que c'est un échec, mais un échec qui ne vient pas de sa pensée, que cet échec-là doit nous amener à penser à un niveau mondial. Parce que une partie des biens qu'on a ici viennent de la pauvreté là-bas, et que l'émancipation de la pauvreté là-bas, eh bien, ça sera la condition pour faire vaciller les dominants d'ici. Voilà ce que je voulais vous dire sur Julius Nyerere, qui est quelqu'un que j'espère vous avez pris goût à connaître. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des choses que ça évoque pour vous, mais vraiment, ou des réactions oui.